4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SCW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 58 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. J'ai essayé d'apporter quelques réglages sur ma caméra à l'incrustation que vous voyez en haut à droite parce que de temps en temps ça bug. J'espère que ces réglages porteront leurs fruits. Bien évidemment, aujourd'hui on se retrouve pour booker l'intégralité du mois de mai 2009 après un mois d'avril où on a redressé la barre en termes de qualité de show, que ce soit à Dynamite ou même du côté de Rampage. Et là on se retrouve sur la page d'accueil. Pourquoi? Eh bien parce que Backlash vient de se terminer et a priori, non, on n'arrive pas, Randy Orton vient de défaire Chris Jericho pour aller chercher son deuxième championnat du monde poids lourd en carrière. Randy Orton qui n'était pas forcément très bien utilisé du côté de la WWE. Dans certaines vidéos, je vous épare de ce manque d'utilisation dans le haut de la carte de Randy Orton qui m'attristait. Randy Orton qui a encore une petite année de contrat avec WWE. On essaiera bien évidemment en 2010 d'aller le chourer à la compagnie de Shane McMahon, puisque dans notre réalité virtuelle, l'ami Vince McMahon s'est retiré il y a bien longtemps. La semaine dernière, donc lors de l'épisode numéro 57, on s'était laissé sur ce fameux mois d'avril où Samoa Joe, on le rappelle, fait sa rédemption pour aller chercher cette ceinture mondiale pour devenir le vrai champion du monde de la All Elite Wrestling. Samoa Joe qui a toujours échoué dans son entreprise. Quelque part, ça s'est ouvert. Les têtes d'affiche ont perdu ou ne sont pas là. Et Samoa Joe en a profité pour, quelque part, commencer son ascension possiblement vers le championnat du monde de la fédération. Il a battu Bobby Roode, la moitié des champions par équipe dans un show qui, on le rappelle, nous a fait 80. C'était dans le Mid-South. Là aussi, on va un petit peu bouger, histoire quelque part de gagner de la popularité dans les diverses régions des États-Unis où on n'est pas forcément le plus populaire. Je rappelle qu'il y aura 9 shows parce que c'est un mois de pay-per-view avec en toute de fin de ce mois de mai, bien évidemment le pay-per-view Double or Nothing qu'on fera dans le Midwest. Là on est le plus populaire, histoire d'avoir du monde dans les gradins. Alors qu'on a le beau profil de Steve Cruz et le jeu vient de bugger. Le jeu, qu'est-ce qui se passe? Le jeu ne répond pas. Le jeu est en train de planter. J'espère que le jeu ne va pas cracher, ça m'embêterait. Sachant qu'en plus la webcam a l'air de tenir là pour l'instant. Oula, ça n'a jamais été aussi long. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ah, quand même, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Les signatures de contrat, je vais pas vous les montrer. Je vais pas vous les montrer parce qu'il faut quand même pas déconner. À un moment, hein, je vais faire ça tranquillement off. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre, bien sûr, dans les backstage de Rampage. Alors qu'il y a une nouvelle comme quoi Candice Michel, blessée. Ah, mon dieu. Péter la cheville. Ah, pas bon ça, ma foi. Oui, bon, bah non. Bah alors petit cut et on se retrouve après, hein. Ou alors je vous montre les signatures de contrat. Oui, on va vous montrer les signatures de contrat. Oui, elles sont pas importantes. Sheamus, Drew McIntyre, hein. Voilà, Sheamus, Drew McIntyre, pourquoi pas, hein. Il est là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Allez, complete contract. Ils seront hit, bien sûr, dans notre compagnie, il faut quand même pas déconner. Oui, vous avez vu aussi, il y a un japonais qui va arriver. Ah, mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Fabuleux. Ah, beau profil de Dave Bautista, celui-là il nous plaît. Hein? Batista qui avait menti sur son âge à la WWE pour rentrer plus facilement, parce qu'il y avait des limites. Hein, pour être rookie à l'époque. Ah mon dieu. Sacré Lascar celui-là. Bah écoutez, pas d'incident backstage. On va aller tranquillement dans le Midwest, hein, bien sûr, voilà, où il y a Plymouth County Fair. Je boucle le show de mon côté. Et puis on en parle juste après, ne bougez pas.
1196 personnes au IAP les Mood County Fair. Nous sommes bien sûr dans le Midwest, toujours dans notre région de prédilection, et nous démarrons avec un 54 de rating, plutôt sympatoche pour débuter les hostilités. Vito Tomaselli qui est au micro d'Ami Weber. Vito Tomaselli, on le rappelle, qui a fait partie d'un six-man tag victorieux dans le main event il y a 2 semaines, et Ami Weber s'apprête à avoir ses impressions, peut-être même quelque part à prendre des nouvelles de Brandon Tomaselli, sauf que Vito ne va pas avoir le temps de dire quoi que ce soit, et c'est peut-être déjà mieux pour la qualité de ce segment, puisque Ted DiBiase Jr. et Ted DiBiase Senior vont venir le chambrer, se foutre un petit peu de sa gueule en lui disant: t'as gagné un match il y a 2 semaines, hein, voilà, t'as fait partie de l'équipe victorieuse, ton frère il a eu un match de championnat, je l'ai battu, ah là là, t'aimerais peut-être aussi avoir une opportunité, et Ted DiBiase Jr. il a rien de prévu ce soir, et il va donner, filer comme ça, gratos, une opportunité à Vito Tomaselli, qui lui aura quelque part l'opportunité de venger son frère, et puis Ted DiBiase Jr. qui va de son côté pouvoir se faire le plaisir d'avoir battu pour le championnat Brandon et Vito. Voilà, c'est un petit peu son point quelque part, et ces deux garçons se retrouveront tout à l'heure dans le main event. Ted DiBiase Senior qui a paru excellent durant ce segment. D'ailleurs, son fils Ted DiBiase Jr. a très bien performé, ce qui n'a pas été le cas de Vito, mais je m'y attendais. Lizzie Valentine face à Michelle McCool. Et bah écoute, ça fait un 45, c'est quand même pas mal. Je m'attendais à une note dans le rouge. Écoute, on réussit à faire quelque chose de correct. Michelle McCool, un 46 de performance in ring, 27 pour Lizzie Valentine. Match terrible sur le papier, remporté par Michelle McCool, bien sûr, vous vous en doutez. 6 minutes 19 via pinfall avec le final exam. À l'issue de ce match, eh bien, on continue à teaser des petites frictions, des petites tensions entre Michelle McCool et Lacey. Lacey, qui vous en souvenez, la semaine dernière, lors de l'épisode précédent, avait dit que Michelle McCool avait piqué la spotlight de filles qui, quelque part, faisaient la division Rampage depuis un petit moment. Michelle McCool qui lui avait rétorqué: si tu veux finalement mettre fin à mon règne, si tu veux prendre ce titre, viens le chercher. Et Lacey, à l'issue de la victoire de Michelle McCool, va se dire très peu impressionné par la nouvelle championne TBS, jugeant que ses performances dans le ring ne sont pas à la hauteur de filles comme, bien sûr, elle-même, Lacey, mais aussi comme une ancienne championne, Reign, qui va faire aussi son arrivée. Reign en a marre de voir Lacey se plaindre. Voilà, si Michelle McCool a réussi à prendre le titre, c'est qu'elle a été la plus forte au moment M, celle qui a eu finalement le plus d'opportunisme, et pour l'instant il faut respecter ça, soit la fermer, soit agir. Donc en l'occurrence, soit tu vas l'affronter et tu lui prends le titre, soit finalement tu continues à te plaindre et quelque part tu n'auras pas ton opportunité. Voilà, on met un petit peu de friction entre ces filles-là. On ajoute Reign aussi à l'équation, ça peut être sympa, ça fait 68. Michelle McCool qui a bien performé, tout comme Reign et tout comme Lacey. Voilà, c'est un très bon segment. Ensuite, Vito Tomaselli face à Ted DiBiase Jr. Match pauvre dans les faits, je m'attendais pas à quelque chose de forcément très qualitatif. La performance de Ted DiBiase Jr. est de 54, tout comme le rating global de ce match, performance de 34 de Vito Tomaselli qui était apparemment vraiment pas dans un bon jour. Victoire bien sûr de Ted DiBiase Jr. avec le Dream Street, 9 minutes 16 de combat, défense numéro 4 du championnat intercontinental. Mais vous imaginez que ça va pas se terminer comme ça, parce que Ted DiBiase Jr., il avait pas seulement envie de battre Vito Tomaselli, il avait envie de l'embarrasser, et il va l'humilier derrière après le match, et puis il va y avoir un save, bien sûr, de son frère Brandon, de Nick Nemeth, hein, qui sera accompagné aussi de Barbara Keenan pour un petit peu de sex appeal, et ils vont faire fuir Ted DiBiase Jr. et le patriarche, bien évidemment, $1 Man, Ted DiBiase Senior, 64 de rating, c'est plutôt pas mal, la storyline avance et gagne de la hit. Voilà, Nick Nemeth peut-être pas forcément très content d'avoir vu un Vito Tomaselli, ou plutôt d'avoir vu un Ted DiBiase Jr. filer une opportunité à quelqu'un d'autre que lui. 58 de rating global, ça fait plutôt un show correct, rien de bien particulier à dire parce que ça reste un show B. Alors qu'on a le beau profil d'Armando Quintero, un garçon apparemment est espagnol, qui a travaillé à la Total Non-Stop Action, bien sûr, la TNA, superbe, qu'on le connaît, un grand rival de la WWE, d'ailleurs, oui, quelques années auparavant, hein, voilà, c'était des rivaux très annoncés de la WWE. Lisa Marie Varon qui voit son contrat se terminer, hein. Victoria contre Kendi, Claude Castagnoli offer, la IGPW, qu'est-ce qu'ils font la IGPW, hein, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que c'est que cette merde, négocier, qu'est-ce qu'ils font eux, c'est de la tournée. Allez coquinou, la GPW qui contacte Claudio Castagnoli, $16 500 par mois.
Ah, se proposer 18 000, hein. 18 000 sur 3 ans, voilà. Un jalon couvert avec un petit bonus sympathique. Hein, voilà. Puis normalement, ça devrait le faire, non? Make me offer. Voilà, il accepte de signer avec moi. Bah, bien sûr qu'il accepte, Claudio Castagnoli. Ouf. Ah. La New Japan qui se positionne. TV Rampage TV rating de 0.25. Et qu'est-ce que ça donne, Victoria, si on... Est-ce que, je sais pas, comme ça, juste faire une offre? Je sais pas, je sais pas. View Evil Rougher, c'est 5100. Juste pour la déconne. Est-ce qu'on lui filerait pas... Est-ce qu'on lui ferait pas un petit billet de 6000 juste pour essayer d'embêter WWE? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Notre covered? Ah, par contre, c'est 20% par event. Bon, bah, elle accepte ses termes. Allez, hop, très bien. Ah, par contre, Claudio Castagnoli New Japan, n'importe quoi là. Oh. Vous allez vous calmer, les mecs, hein. Directos, hein. Sans deck. Signature de contrat, bon. Le Rakudoi, voilà. Hein. Je pense que vous savez où on va en venir. Hein. Vous êtes des mecs intelligents, vous savez où on va en venir. Push. Putain, Ishmon Talent. Oh là 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 là. Oh, ça va être dur de pusher ces mecs-là, là. Ah ouais, parce que j'ai une petite idée derrière la tête, hein, mais... Ah ouais, Ishmon Talent, on part de très très bas. Hein. Dire que Sheamus, c'était l'année où il allait devenir champion WWE. Hein. Ouais, IRL, c'est... Chimus, quoi. Le mec est main eventer. Ah ouais, carrément. Ok, pourquoi pas. Allez, Show History, 188 750 viewers. Bah écoute, c'est pas mal. C'est quand même un peu plus que la semaine dernière. C'est bien. Sachant qu'on fait 2 points de plus aussi par rapport au dernier show, donc ça reste correct. Allez, direction les backstage de AEW à Dynamite. On va faire évoluer nos storylines, c'est évident, vous l'imaginez. Alors que Bryan Danielson est toujours en combat, en entraînement pour son combat de MMA. Keith James qui est out of injured. Et oui, le garçon, out of injured. Il est valable pour des angles. Bah oui, pourquoi pas. Hein. Incident impliquant Naruto. Oh putain, tu vas commencer toi quand même si. Allez, fine, ça commence. En retard, je te colle une amende. El Generico. Lui, apparemment, il a fait des imitations de ses collègues. Ça a très bien été pris. Merci monsieur. Ça, c'est la cour des catcheurs. Brooke Adams qui a été amené à la cour des catcheurs accusé d'avoir ennuyé tout le monde avec son attitude un peu arrogante. Chris Benoit l'a donc rendu coupable. Sa sentence est de garder le silence pour le reste de la nuit et bien évidemment à payer un coup à boire après le show pour que tout le monde... voilà. Et Brooke Adams, elle améliore son comportement, tout va bien. Rien ne résulte de cet incident. Merci madame. Nous sommes au ND Jameston Civic Center, 6140 pèlerins dans les gradins pour suivre en direct live le premier Dynamite de ce mois de mai 2009 et forcément on met les petits plats dans les grands pour démarrer ce premier épisode du 5e mois de l'année avec un gros 81 match opposant Chris Benoit à Doug Williams. On le sait, Doug Williams n'a que peu apprécié sa défaite via soumission face à Chris Benoit, jugeant la semaine dernière que c'était pas une vraie victoire parce que oui, ça doit se terminer par un KO ou un tombé au centre du ring pour que cette victoire ait un impact, qu'elle soit légitime. Et donc ce soir, Doug Williams veut affronter Chris Benoit pour lui montrer comment on doit gagner un match de catch. Et forcément, vous l'imaginez, ce match est attendu par la foule, 81 de rating, performance de 80 de Chris Benoit, 69 de Doug Williams, c'est correct. La storyline avance, gagne de la hit, match fantastique avec du grand catch qui va avoir la victoire de Chris Benoit en 10 minutes 41, match que j'ai mis en qualité de storytelling quand Doug Williams va se faire intentionnellement disqualifier. Il a complètement occulté le compte de l'arbitre, il a tapé, frappé Chris Benoit, il a plus du tout écouté l'arbitre et il s'est fait disqualifier, ce qui permet de donner une victoire à Chris Benoit et de garder fort l'ami Doug Williams et tranquillement faire monter en pression cette storyline. Mais à l'issue de ce match, c'est pas tout à fait terminé puisque oui, hein, on le sait, on a signé 2 Anglois, 2 membres de l'United Kingdom, messieurs Drew Galloway et monsieur Sheamus, et ces 2 garçons vont venir à l'aide de Doug Williams pour frapper
l'ami Chris Benoit, et oui, Sheamus et Drew Galloway ainsi que Doug Williams forment la UK Alliance et ils vont s'en prendre à Chris Benoit. Forcément le rating est pourri parce que les mecs pètent un petit peu le score du segment, mais il faut quand même les faire débuter. Ils vont taper Chris Benoit et le save va être fait par messieurs James Storm et Nick Nemeth accompagnés de la ravissante Barbara Keenan pour un petit peu de sex appeal. D'ailleurs la gimmick de Sheamus qui est No Gimmick Needed et au full. En revanche, pour l'ami Drew Galloway, Arrogant Hill, c'est plutôt average. Voilà, hein, pas mal. Mais Sheamus s'améliore sur sa gimmick. Très bien. Et la storyline avance. Malheureusement, perd de hate. Mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion de regagner plus tard, bien évidemment, dans les semaines prochaines. Mark Briscoe qui va affronter Beji James. Le but, mettre Beji James en valeur face à Mark Briscoe. 7 minutes 05 via pinfall. Victoire donc de Beji James qui lui applique son pile driver sur Mark Briscoe. Beji qui attend bien évidemment que Kip se remette tranquillement de sa blessure pour pouvoir repartir sur la tag team competition. Performance de 74 pour Beji James, seulement 30 pour Mark Briscoe. Ça vaut ce que ça vaut. Brooke Adams, tiens, qui a fait des conneries backstage, elle était arrogante, hein, elle va affronter Amazing Kong, elle va se faire squasher en 4 minutes 51 par Amazing Kong via l'Amazing Press, tombée 1, 2, 3, 53 de rating, performance de 62 d'Amazing Kong, 20 seulement pour Brooke Adams. Allez, à la niche. À l'issue de ce match remporté par Amazing Kong, Don Callis nous annonce qu'Amazing Kong est de retour et que la force la plus dominante qui soit doit désormais avoir un match de championnat. Rebecca Knox qui recule devant rien forcément a envie d'affronter Amazing Kong parce que si elle veut son opportunité, si elle veut montrer et prouver son point comme quoi elle est la force la plus dominante, qu'elle affronte Rebecca Knox qui est la championne la plus badass de l'histoire de la fédération. Sauf que Gail Kim, elle l'entend pas vraiment de cette oreille-là, puisque Gail Kim, elle veut ses mains sur le monstre, parce qu'elle considère que ces retours qui s'enchaînent d'Amazing Kong avec toujours la même finalité, c'est-à-dire frapper après les matchs et essayer de décimer la concurrence en dehors des matchs de catch sous ces règles simples, ça l'emmerde, ça l'énerve, et Gail Kim, elle veut ses mains sur Amazing Kong pour la renvoyer d'où elle vient une bonne fois pour toutes, ce qui fait rigoler Don Callis, qui amuse aussi beaucoup Amazing Kong. Voilà, performance d'Amazing Kong qui est extraordinaire. Don Callis, très bon. Gail Kim, très bonne aussi dans le micro, parfait. Voilà, 67 de rating, ça vaut ce que ça vaut, c'est super. Renamero qui fait un petit striptease avant le main event dont j'ai pas parlé, qui va opposer Katsushika Okada à Cody Rhodes. Petit risque dans le main event. Bon, à un moment donné. Cody Rhodes, nouveau protégé, on le rappelle, de Don Callis. 62 de rating pour Renamero, tout va bien. Le match nous fait un 63 de rating. Un petit peu dégueulasse, mais en même temps, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Rassurez-vous, on finit pas sur ça. Cody Rhodes face à Katsushika Okada, match décent, bien évidemment. 12 minutes 28 de combat. Bon travail de Don Callis, ringside, qui, on le rappelle, accompagne Cody Rhodes. Cody Rhodes fait une 51 de performance ring, 56 pour Katsushika Okada. Victoire de Katsushika Okada en 12 minutes 28 via pinfall. Il fait donc sa deuxième défense du titre TNT, mais Katsushika Okada, vous l'imaginez, il va se célébrer dans le ring, communier avec le public seulement, et il va se faire attaquer par derrière par celui que vous avez tous vu arriver dans la fédération, monsieur Naoki Doi. Ça fait que 68. On a tellement mieux parce que Naoki Doi il a plus de 80 de popularité dans les régions des États-Unis. Écoutez, ça marche pas. Tant pis pour nous. Et Naoki Doi, sous les ordres de Don Callis, et avec la complicité de Cody Rhodes, va s'attaquer à Katsushika Okada, va lui péter la gueule, et Naoki Doi, il va poser avec le titre. Parce que Naoki Doi contre Katsushika Okada, voilà, vous sentez venir le truc, ça va arriver. Performance de Naoki Doi qui a été excellente. Man gimmick, Iceman gimmick, légendaire la gimmick. Voilà. Magnifique, sublime. Bon, ça fait 68, je suis déçu. Mais on va s'en sortir avec un 66. On améliore nos popularités dans 8 régions, on en perd dans 4 régions. Tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est voilà, on est reparti sur des shows de qualité moyenne. Mais en même temps, aussi, faut faire un petit peu avec d'autres garçons que les main eventers, que les Kevin Nash, que les Samoa Joe. À un moment donné, il faut aussi donner un peu d'importance aux autres. Alors qu'on a le profil de Gran Akuma, que je ne connais pas, qui a travaillé apparemment à la Chikara. Pourquoi pas? Débuté en octobre 2002. Et apparemment, il a travaillé aussi à la CZW, fédération de John Zanding, bien sûr. Kota Ibushi se plaint de son push. Ah bon? Claude Castagnoli, oh l'œuf de la WWE, oh l'œuf de la TNA. Oh là 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 là. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai très peur. Très très peur. 4 ans, 21 000. C'est super considéré. Tu m'étonnes.
17 000, c'est pas considéré. Là, c'est pas considéré non plus. 21 000, on va se mettre à 20... on va se mettre à 23 000, hein. 23 000 pour se l'assurer. 4 ans. Non couvert, on garde ça. Make me offer. One of the two. One of the two parce que ça, c'est pas mal, ça. GPW, c'est 10%, c'est 4 ans. Si je rajoute les 10% par event, alors ok, on va monter à 25 000. Là, ils sont tous en train de me regarder, là. Ils sont tous en train de me regarder, de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et je veux garder Claudio Castagnoli, parce que j'ai des plans pour Claudio Castagnoli. Allez, 25 000, frangin. Fais pas ton rat. Ah, mais attends, tu vas pas me... 27 000. 27 000. 27 000, ça vaut. Ah, j'ai pas envie de perdre Claudio Castagnoli, mais là, c'est... Pour une petite structure comme la nôtre, ça va faire beaucoup, hein. Voilà, très bien. Et Lisa Marie Varon. Est-ce que Lisa Marie Varon, il y a des choses qui ont un petit peu évolué? Parce que du coup, je l'ai pas regardé. Lisa Marie Varon, négocier. Alors, View Eval Revels is being seriously considered. 5700. On va lui proposer 6500. 500. Bien, 6500. Comment ça, t'as une meilleure offre? Comment ça, t'as une meilleure offre? Ah ouais, 20%. Ah ouais. Va falloir que ah oui, il faut aligner la tunasse là. Faut aligner la tunasse. Allez, 7500. 7500, ça vaut. 1500, ça vaut. Allez. Combien qu'il lui a proposé là sur 4 ans? Sur 4 ans. Hein. Voilà. Allez, très bien. Oh, la bataille en ce début d'épisode. Oh, j'aime ça. Tyler Black a des moral issues. Comment ça, il a des moral issues? Mais il est fou, lui. Comment ça? T'es main eventer. C'est bon. Qu'est-ce que tu... Hein? Voilà. Ah oui, c'est Kota Ibushi aussi qui se plaignait de son push. Tu veux être quoi? Lower mid-carder. Si tu veux. Eh ben dis donc, début d'épisode début d'épisode mouvementé. Hein. Bon, au niveau du show history, 1 629 000 viewers. Ça va, via WB, ça reste correct. Voilà, à un moment donné, il faut quand même pas déconner. Est-ce qu'on fait mieux que la semaine dernière? Non, un petit peu moins bien. En même temps, c'est vrai que voilà, on perd 14 points hein, à un moment donné. On va essayer de faire mieux au prochain épisode parce que là, on a bien baissé niveau qualité. Une première bataille a été gagnée, messieurs dames. Lisa Marie Varon, aka Victoria à la WWE, qui signe avec nous pour une durée de 4 ans. Elle est signée pour 7500$ par mois de manière exclusive en qualité de Heel Complete Contract, bien sûr, pour Madame Lisa Marie Varon. Et dans 25 jours, elle sera quelque part available et disponible pour qu'on puisse l'utiliser au sein de la fédération. On espère que pour Claudio Castagnoli, la fin sera similaire. Allez, nous sommes dans les backstage WWE Rampage, deuxième du nom en ce mois de mai 2009. Je pensais pouvoir vous communiquer la resignature de contrat et l'extension de contrat pour 4 ans supplémentaires de Claudio Castagnoli. Malheureusement, pour l'instant, pas de réponse, même si on est la seule offre qu'il considère sérieusement au moment où on se parle. C'est pas très grave, on va encore un petit peu attendre. Peut-être qu'on aura la nouvelle demain avant Dynamite. Pour l'heure, on va traiter des incidents backstage à Rampage, incident impliquant Amy Weber. Qu'est-ce qui se passe pour Amy Weber? Apparemment, elle a mis tout le monde dans une bonne humeur parce que, a priori, elle a dessiné des dessins plutôt sympathiques, rigolos de ses collègues. Elle dessine comme une gamine de 5 ans, ça a fait son taf. Merci, madame Amy Weber.
IA Plymouth County-Fair, 1139 pèlerins dans les gradins, deuxième Rampage du mois de mai 2009 et on commence avec un 72 de rating, de très bonne facture, une note bien verte. Nous sommes dans le bureau du $1 million man, Ted DiBiase Senior, qui cause avec son fils, le champion intercontinental. Ils vont se faire interrompre de manière assez virulente par Brandon Tomaselli et Nick Nemeth. Brandon Tomaselli qui reproche à Ted DiBiase Jr. la semaine dernière d'avoir profité un peu de la situation, donnant un match de championnat à Vito Tomaselli, son frère, alors qu'il n'était pas prêt. Tout ça pour le battre facilement, essayer de l'humilier et ensuite de tirer avantage de la supériorité numérique pour l'attaquer après le match. Brandon Tomaselli, il veut ses mains sur Ted DiBiase Jr. et Nick Nemeth, qui techniquement aurait dû avoir son match de championnat. Lui aussi en a gros sur la patate par rapport à Ted DiBiase Jr. d'avoir vu que Ted DiBiase Jr. avait donné une opportunité à quelqu'un avant lui, mais Nick Nemeth, il respecte le propos de Brandon Tomaselli et ce soir, s'il n'y voit pas d'inconvénient, ils vont s'associer à un match par équipe face à Ted DiBiase Jr. et James Keenan, parce que on imagine que Ted DiBiase Jr. va choisir James Keenan pour finalement être son partenaire ce soir dans le main event. Et Barbara Keenan qui l'a en peu de fleurs, ça fait un peu de sex appeal, c'est gentillet. Voilà, main event booké, Brandon Tomaselli, Nick Nemeth face à Ted DiBiase Jr. et l'ami James Keenan. Voilà, Ted DiBiase Jr. qui apparemment senior pardon, qui n'a pas été bon pour aller en dehors du script. Tiens, Brandon Tomaselli plutôt bon, Nick Nemeth comme d'habitude, c'est un peu de la merde, mais la storyline avance, gagne de la hit, voilà, tout va bien. Lacey Van Erich qui fait face à Lacey. On se souvient que Lacey avait tabassé la jolie blonde à l'issue d'un match perdu il y a quelques semaines. Et bah là, on règle un petit peu les comptes. Lacey face à Lacey Van Erich. 8 minutes de combat parce que Lacey Van Erich elle a montré quand même une belle résistance. Malheureusement, elle va se faire battre par l'ancienne championne TBS via la plante DDT après 7 minutes 59 de combat, 42 rating, performance de 49 pour Lacey, seulement 19 pour Van Erich. Voilà, toujours aussi pourri, mais partie du jeu. Et enfin, le main event qui nous fait un 65 de rating assez qualitatif, ça va, on va pas se le cacher. Nick Nemeth, Brandon Tomaselli qui comme prévu font équipe, mais Teddy DiBiase Jr. n'a pas avec lui l'ami James Keenan, il a Bulldog Renace. Voilà, un garçon assez populaire dans le Midwest, qui est un catcheur local, avec une belle popularité, des belles stats de heal. J'ai dit allez hop, ça va un petit peu changer, ça va rafraîchir un peu la carte du main event du côté de Rampage. Victoire des Faces, bien sûr, Nick Nemeth et Brandon Tomaselli qui vont défaire en 12 minutes 54, on a laissé du temps. Bulldog Renace et Ted DiBiase Jr. quand Nick Nemeth va défaire Ted DiBiase Jr. Eh oui, avec un leaping reverse STO, on pouvait s'attendre à ce que Bulldog Reigns prenne le tombé. Non, c'est Ted DiBiase Jr. qui se le prend, qui est bien énervé. 66 de performance in ring pour Nick Nemeth. Brandon Tomaselli, lui, est à 58. 53 pour Ted DiBiase Jr. Et on est à 38 pour Bulldog Renace. Storyline, Moneyman avance, gagne de la hit. Ah là là, magnifique. On fait un 62 de rating global. Rien de bien particulier à apprendre de ce show, mais ça reste un show très correct, alors qu'on a le profil de Gary Michael Capeta, qui apparemment a travaillé, je sais pas trop, hein, beaucoup d'informations. C'est un collègue et ami de Jim Cornette. Voilà, hein. C'est manager des Volleyballies, bien sûr, pour les plus anciens. Naruki Doi qui est en son deal avec la DDT. Pourquoi pas. TV rating de 0.26, on va tout de suite aller voir. Et là, normalement, c'est la signature de contrat de Claudio Castagnoli qu'on s'assure pour 4 ans supplémentaires à 27 000 euros. On a mis vraiment le truc de ouf. En plus, il y a un bonus par event de 10%. Voilà, hein, ça va. Hein, bon, on a aligné le pognon. Voilà. Claudio Castagnoli, magnifique, tout va bien. Au niveau du show history, et bah écoutez, on est sur du 199 000 viewers, 188 000 la semaine dernière. On augmente un petit peu, que ce soit en termes de TV rating ou même de qualité de show. C'est très bien, on va pouvoir s'en aller tranquillement vers, bien évidemment, Dynamite. On doit redresser un petit peu la barre parce qu'on a quand même fait un show assez moyennasse hein, lors du dernier épisode. Kim James, qu'on va pouvoir réutiliser, c'est bien. Ah, surtout qu'on va en avoir besoin. Incident impliquant Rain. Rain, qu'est-ce qu'elle a fait? Apparemment, elle a mis tout le monde dans une humeur plutôt joviale, puisqu'elle a dessiné, comme Amy Weber du côté
de Rampage et sans passer le mot des dessins plutôt rigolos de ses collègues. Voilà, merci Madame Rain, on va booker le show tranquillement, je fais ça de mon côté, puis on en parle juste après. Ne bougez pas. 4819 personnes au New York Stony Brook Sports Complex. Nous sommes dans la Tri-State pour le deuxième Dynamite du mois de mai 2009. 70 de rating pour ouvrir les hostilités qui va nous permettre de maintenir une hit qui est en train de remonter sur la TNT Worldwide. On démarre avec Don Callis qui arrive avec Cody Rhodes, bien sûr le fils de Dusty, la légende. Le catch coule dans ses veines et Naruki Doi, bien évidemment, qui a fait ses débuts la semaine dernière, des débuts remarqués en attaquant Katsushika Okada à l'issue de sa défense de titre face à Cody Rhodes. Don Callis nous explique que Naruki Doi aurait dû être le premier choix de Paul Heyman en ce qui concerne l'arrivée des catcheurs asiatiques au sein de la All Elite Wrestling, parce que Naruki Doi, il a des accomplissements, il est extrêmement populaire, beaucoup plus que Kota Ibushi et Katsushika Okada réunis, et Naruki Doi, selon Don Callis, doit être le visage du TNT Worldwide et devrait donc avoir un match de championnat dans les prochaines semaines. Et Katsushika Okada, vous imaginez, va se ramener avec Paul Heyman. Paul Heyman, il n'est pas trop chaud de donner une opportunité au titre à Naruki Doi parce que ce dernier, de une, est arrivé sans sa complaisance, puisque c'est apparemment Don Callis qui a fait venir Naruki Doi sans en parler à Paul Heyman, et puis surtout, il n'a pas vraiment mérité, parce que finalement Naruki Doi, même s'il a eu un impact en attaquant le champion, il n'a battu personne au sein de la All Elite Wrestling. Katsushika Okada, lui, il veut ses mains sur Naruki Doi, parce que s'il pense qu'il peut être le visage du TNT Worldwide, et s'il pense qu'il est vraiment plus talentueux et populaire que Katsushika Okada et donc Kota Ibushi réunis, eh bien il faut qu'il le prouve dans le ring. Et a priori, Naruki Doi aura l'occasion de le faire, puisque ce soir dans le main event, il affrontera Monsieur Travis Hummel, ancien champion de la TNT, on se rappelle, lors de l'année précédente, c'est-à-dire en 2008, qui, on le rappelle après, derrière, a subi une grosse défaite des mains de Minoru Suzuki, et avec aussi les conséquences que ça a impliqué, vous le savez. La storyline avance bien sûr, tranquillement avec ce segment. Don Callis a été très bon pour performer, tout comme Paul Heyman, qui s'améliore aussi à sa gimmick. Très bon start pour le show. Katsushika Okada, en revanche, lui, a moins bien performé. Un peu perdu dans tout ce beau monde. Samoa Joe qui fait face à Bob Holly, tiens, voilà, histoire de mettre en valeur Samoa Joe, lui faire regagner encore un peu plus de momentum après sa victoire face à Bobby Roode il y a quelques semaines. Match avec une bonne hit, du descent catch. Samoa Joe défait Bob Holly en 8 minutes 38 via pinfall via le Iceland Driver. Performance de 85 pour Samoa Joe, 35 seulement pour Bob Holly. Ça fait un 76. À l'issue de ce match, ça fait un 90. Ah là là, Kevin Nash va venir provoquer Samoa Joe. Kevin Nash accompagné bien sûr de Claudio Castagnoli, Bobby Roode, Tyler Black. On rappelle que Claudio Castagnoli a signé un contrat de 4 ans avec la All Elite Wrestling, parce que Claudio Castagnoli c'est l'avenir, parce que Claudio Castagnoli c'est un champion incroyable, magnifique, sublime, toutes les fédérations se l'arrachaient, il a choisi de rester à la All Elite Wrestling. Un petit peu de promotion pour Claudio Castagnoli, mais on en vient très vite au fait. Kevin Nash va tout simplement provoquer Samoa Joe pour lui dire: c'est bien mon petit, tu gagnes des matchs, t'as battu Bobby Roode la semaine dernière, tu bats Bobby là cette semaine, mais la réalité c'est que on a une force de frappe collective. Tu le vois, on est des gentlemen, on est 4. Et cette force collective ne peut pas être cassée. Et tu vas devoir, à un moment donné, l'affronter, cette force collective. Et Kevin Nash, en gros, il veut amener Samoa Joe sur un terrain douteux, c'est-à-dire le terrain de je fonce dans le tas, même si je suis en infériorité numérique. Et Samoa Joe annonce que la semaine prochaine, malgré la supériorité numérique là du soir des Gentlemen, il aura avec lui la semaine prochaine ce qu'il faut pour affronter 3 contre 3 l'équipe de Kevin Nash dans le main event. Ah ouais, Samoa Joe, Kevin Nash, 3 contre 3, main event la semaine prochaine. On est en train de teaser un peu les choses. 90 de rating. La storyline avance, gagne de la hit. Claudio Castagnoli qui a été très bon, Bobby Roode aussi, Kevin Nash aussi, Samoa Joe aussi. Enfin bref, tout le monde a été bon. Tyler Black, lui, a rien eu à faire, il était juste là en pot. Très bien. Amazing Kong face à Gaiki, Kim, écoutez, ça fait un 66. Match décent sur le papier. Écoutez, pourquoi pas. Des performances de 65 pour Amazing Kong, 44 pour Gaiki Kim. On sait qu'ils ont une bonne chemistry les deux. Amazing Kong défait Gaiki Kim en 8 minutes 02 via stoppage, quand Gaiki Kim, selon l'arbitre, n'est plus capable de continuer la rencontre. Victoire impactante dans l'idée d'Amazing Kong, qui ensuite va vouloir défoncer la gueule de Gaiki Kim, mais le save va être fait par Rebecca Knox, histoire quand même de montrer la championne qui est un peu eyes to eyes avec cette challengeuse. Un long échange de regards entre Amazing Kong et Rebecca Knox, et Don Callis qui
balance des noms d'oiseaux à Rebecca Knox. Hein, voilà, 64 de rating, c'est très bien, magnifique, sublime. Doug Williams qui est dans le ring et qui est interviewé par Rena Mero. Et Doug Williams, il est passablement énervé de l'attitude de Jen Storm et de Nick Nemeth parce que oui, hein, ils se sont mêlés de son business qui ne les regarde pas, qui implique uniquement Doug Williams et l'ami Chris Benoit. Et donc ce soir, il veut faire un exemple d'un des deux garçons, voilà, dans le ring, hein, pour quand même leur montrer ce qu'il en coûte de s'immiscer dans son business. Voilà, hein, puis les invite aussi à repartir du côté de Rampage, là où est leur place. Et James Storm et Nick Nemeth vont bien sûr se ramener. Nick Nemeth bras dessus avec l'ami Barbara Keenan. Nick Nemeth qui fait remarquer à Doug Williams que si l'affaire concernait uniquement Chris Benoit, pourquoi finalement avoir fait venir Sheamus et Drew Galloway? Peut-il peur, peut-être, oula, c'est difficile à dire, a-t-il peur des conséquences de ses actes face à Chris Benoit? Il parle aussi du record de Doug Williams en disant nous on est peut-être dans le showbiz, mais au moins nous on a un record bien plus positif que le tien. Hein. Notre ratio victoire-défaite est beaucoup plus joli que ce que tu peux avoir toi. Ce qui énerve beaucoup Doug Williams. Et James Storm et Nick Nemeth à la fin vont faire un pierre-feuille papier-ciseaux pour savoir qui va affronter Doug Williams. Voilà. Hein. James Storm qui a aimé pouvoir aller en dehors du script, tout comme Nick Nemeth. James Storm a bien performé, 68 de rating, et d'ailleurs c'est James Storm qui va gagner ce pierre-feuille papier-ciseaux face à son partenaire Nick Nemeth, avec qui il est très complice, et il va affronter donc Doug Williams. Ça fait un 79 de rating, c'est très très bien, vraiment un très bon match, et on va avoir une victoire clean de Doug Williams dans un match avec une grande hit et du bon catch. Doug Williams va battre en 10 minutes 13, assez rapide, victoire bien convaincante dans l'idée. James Storm via pinfall avec le KO théorie, absolument aucune intervention durant ce match. Voilà, Doug Williams, hein, il a gagné clean, 70 de rating. Doug Williams est à 66, un petit peu moins bon quand même que Jen Storm. Et Doug Williams, à l'issue de ce match, va rappeler ses partenaires, Drew Galloway et Sheamus, pour casser la gueule de Jen Storm, parce que oui, il a une infériorité numérique et parce que Nick Nemeth, on le rappelle, lui est parti. Hein, il a juste accompagné sur la rampe du ring Jen Storm, et ensuite il a laissé faire son affaire. Sauf que ça va pas trop se passer comme ça, parce que Doug Williams, il va voir via l'écran géant que Drew Galloway et l'ami Sheamus finalement sont trouvés inconscients hein, dans les backstage. On les a pas montrés durant le segment parce que bah voilà, ils vont faire perdre de la hit sinon. Mais on peut imaginer que c'est Chris Benoit et Nick Nemeth, surtout Chris Benoit, qui a dû s'occuper de leur cas. Et Chris Benoit et Nick Nemeth vont venir faire le save quand Doug Williams était en train d'attaquer James Storm. Voilà. Gros regard, gros échange d'arguments entre Chris Benoit et Doug Williams, 70 de rating. Ça fait le taf, la storyline avance, perd un petit peu de la hit. Chris Benoit qui améliore d'ailleurs sa gimmick au passage. Et enfin, le main event qui nous fait un 80 de rating, énorme match, Naruki Doi face à Travis Hummel. Travis Hummel qui a toujours les séquelles de rappel des matchs face à Minoru Suzuki, beaucoup du mal à s'en remettre hein, physiquement. L'ami Travis Hummel qui va affronter Naruki Doi, il est toujours pas à 100% Travis Hummel, mais il va malheureusement perdre malgré sa combativité. Match superbe, hein. Naruki Doi qui va battre Travis Hummel en 11 minutes 01 via stoppage, quand Travis Hummel ne pourra plus continuer selon l'arbitre. La storyline TNT Worldwide gagne de la hit, 80 de Naruki Doi en performance ring, 65 de Travis Hummel. Au commentaire, bien évidemment, l'ami Don Callis et Naruki Doi, s'il en était besoin, confirme qu'il sera le prochain challenger numéro 1 au titre TNT de Katsushika Okada. Et on fait un énorme 81, ce qui nous permet d'améliorer la popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. C'est très bien. Un bon 81 de rating, c'est quand même bien le contraste par rapport au show pourri qu'on avait fait la semaine dernière. Alors que là, on a le profil de Beverly Mullins, que je ne connais pas. Peut-être que vous la connaissez, moi non. FX, le deal qui... voilà, c'est terminé. Excusez-moi le mois prochain. Bob Holly, son booking, hein, complet. Ah bon, tu vas devoir me booker un petit peu plus, de manière un peu plus importante, parce qu'au momentum, il est en train d'en pâtir. 2.25 de TV rating, très bien. Travis Hummel qui nous dit que Nick Nemeth va devenir une star, il faut le pusher. Ah, c'est ce qu'on est en train de faire. Kevin Nash qui nous dit que Bob Holly ne connecte pas avec les fans. Peut-être falloir lui apprendre à travailler. Pourquoi pas, bien sûr. Bah, on est toujours partisan des conseils de Kevin Nash. On fait 2.25, hein, 1 691 000 Berlin qui étaient présents devant leur écran de télévision via la WB pour regarder le show. Hein, c'est un petit peu mieux que la semaine dernière. Voilà, pas beaucoup, mais un petit peu mieux quand même. Ça reste qualitatif. Mais écoutez, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'est de très bonnes nouvelles.
Voilà, même s'il y a des moral issues, hein, va falloir qu'on les traite ces moral issues. Bon, c'est pas très grave, ça à la rigueur, tant que c'est pas des big moral issues, qu'on n'a pas besoin de donner du pognon pour éviter que ça se casse, on va laisser comme ça. Il y a beaucoup de choses, les deals, Rampage qui se termine, FX dans son dernier mois, oh là là, il va falloir qu'on renouvelle ces broadcasters impérativement pour éviter de terminer sans diffusion, ça serait quand même bien problématique, surtout pour notre showbay qu'on est en train d'essayer de développer, de faire évoluer. Et puis nous, on va se retrouver très prochainement, bien évidemment, parce qu'on a déjà fait la moitié de notre épisode numéro 58. On va se retrouver tranquillement pour le show d'après. Si d'ici là, il n'y a pas de nouvelles croustillantes, on va essayer d'avancer, parce que c'est vrai que là, on a perdu pas mal de temps en ce début de vidéo, avec pas mal aussi de contrats à renouveler. Claudio Castagnoli qui a été approché, Lisa Marie Varon, qu'on a essayé de chourer à la WWE, qu'on a réussi à chourer à la WWE. On va essayer d'avancer tranquillement. On se retrouve dès le prochain show, si d'ici là, il n'y a pas de nouvelles croustillantes, parce que s'il y en a, bien sûr, je vous donnerai comme d'habitude, informé, vous le savez. Allez, une petite nouvelle bien sympathique, Bryan Danielson qui va faire son retour prochainement dans la compagnie. Malheureusement pour lui, Bryan Danielson a perdu ce combat de MMA, voilà, pour lequel il s'était préparé. Alors, on va retrouver peut-être un Bryan Danielson moral dans les chaussettes, mais en tout cas, il va revenir, on va pouvoir l'utiliser, et je pense qu'il y a quelques petites idées comme ça qui va germer dans mon esprit. Je vous en dis bien évidemment pas plus. Et puis on a toujours les deals, hein, les informations, les deals, ah, Sapporo TV, ça s'enlève, ah, primeur, ça s'enlève aussi, on renouvellera ça bien évidemment, vous le savez. Allez, on est parti pour le troisième Rampage du mois de mai 2009. Et oui, pas d'incident dans les backstage, pas non plus de nouvelles croustillantes à vous communiquer. C'est pour ça qu'on se retrouve directement pour débriefer ensemble de ce show qui était bien sûr Oya Plymouth County Fair, avec presque 1300 pèlerins présents dans les gradins pour suivre en direct live déjà l'avant-dernier showbé de ce 5e mois de l'année. On commence avec un 73 de rating, une note bien verte qui implique de beaux protagonistes. Nous sommes bien sûr dans le bureau du $1 million man Ted DiBiase Senior qui discute avec son fils Ted DiBiase Junior, le champion intercontinental, et Paul Heyman va faire irruption bien sûr dans la pièce, puisque oui, ce soir, Paul Heyman a décidé d'offrir un match de championnat à Nick Nemeth, mais pas n'importe quel match de championnat, un match de championnat avec une stipulation spéciale, un match en cage, et avec surtout James Keenan et tous les larrons de Ted DiBiase Senior bannis du ring. Et puis, bien évidemment, Paul Heyman et Ted DiBiase Senior ce soir à la table des commentateurs, parce que oui, Paul Heyman, il en a marre de voir des conflits d'intérêts, il peut pas toujours régler les problèmes à Dynamite et aussi à Rampage, mais ce soir, il va faire l'effort d'être présent et surtout de faire régner l'ordre, parce que oui, Nick Nemeth doit avoir une opportunité clean face à Ted DiBiase Junior qui se vante d'être le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Bah, ce soir, il va avoir l'occasion de le prouver. Paul Heyman, qui on le rappelle, aime bien Nick Nemeth et son attitude. Barbara Keenan qui était présente en pot de fleurs, hein, histoire de faire joli. Nick Nemeth face à Ted DiBiase Jr. ce soir dans la cage pour le titre intercontinental, c'est officialisé par Paul Heyman. Vous imaginez bien que Ted DiBiase Senior et le fiston font la gueule. Ted DiBiase Jr. a été très bon pour improviser le dialogue, pareil pour Paul Heyman. Nick Nemeth n'a pas été très à la hauteur, mais la storyline avance, gagne de la hit, c'est déjà pas mal. Lacey qui fait face à Serena Deeb, qui continue à prendre du momentum et qui va remporter la victoire face à Serena Deeb via la plante DDT 45 de rating, performance de 47 pour Lacey, performance de 26 seulement pour Serena Deeb. Derrière, Lacey, très à l'aise en promo, hein, voilà, bien improvisé durant ce segment, va avoir des mots très durs à l'encontre de Ted DiBiase Senior, le reprochant quelque part de ne pas prendre les décisions qu'il faut. Hein. Il est là pour son fils, il est là pour quelque part le pistonner, lui donner des avantages en nature, mais dès qu'il s'agit de promouvoir la division féminine, il y a plein de manquements et ça énerve profondément Lacey, voilà, qui en a plein le fion, hein, de voir des filles comme Michelle McCool arriver alors qu'elles n'ont rien montré du côté de Rampage, de voir des filles comme Rebecca Knox qui préfèrent partir du côté de Dynamite tout en gardant le titre TBS et en étant finalement jamais à l'écran. Donc elle interpelle Ted DiBiase Senior sur ses manquements. Hein, voilà. Est-ce que ça va tomber dans l'oreille d'un sourd? On ne sait pas. En tout cas, ça fait 65 de rating pour celle qui se positionne comme étant la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de Michelle McCool pour le pay-per-view, bien sûr. Et enfin le main event qui nous fait un 70 de rating, ah là là, magnifique ce rating, match décent, bien sûr en termes de catch, match en cage, forcément, en cage moderne, on sait, on peut forcément gagner par tombée ou par soumission, impossible de s'échapper de la cage, en tout cas techniquement parlant, 13 minutes 35 de combat, match que j'ai mis en qualité de storytelling, victoire
de Ted DiBiase Jr. qui va défaire Nick Nemeth dans ce match en cage après un peu plus de 13 minutes 30 de combat via le Dream Crusher après la distraction de Doug Williams. Doug Williams qui a réussi à rentrer dans la cage et qui a réussi à coûter la victoire à Nick Nemeth sous les yeux médusés et la colère bien sûr de Paul Heyman et la joie, vous l'imaginez, le soulagement de l'ami Ted DiBiase Senior. Nick Nemeth, on le sait, Doug Williams, ils sont un peu liés par rapport à l'histoire avec Chris Benoit et le message est passé par Doug Williams. Voilà, ne vous mêlez plus de mon business. Il n'y a pas seulement des corrections dans le ring qui sont la conséquence de se mêler du business de l'ami Doug Williams, c'est aussi la conséquence de perdre des matchs de championnat. Eh ouais, 70 de rating, performance de 61 de Nick Nemeth, performance de 56 de Ted DiBiase Jr., toujours champion. Voilà, et on fait un très bon 66 de rating, ce qui est très intéressant. Alors qu'on a le beau profil d'Addy Star, que je connais, moi, à titre personnel, chose canadienne, voilà, bon, hein, je l'ai vu dans 2-3 matchs indés, bien évidemment, hein, via YouTube, notre bonne vieille plateforme, qui nous permet de consommer un contenu presque infini. Ah mais c'est vrai, hein, sur YouTube tu trouves de tout, hein. Même ce que tu penses ne jamais trouver, tu le trouves quand même, c'est quand même extraordinaire. Alors le jeu a bugué, non le jeu revient, le jeu revient, alors qu'il y a eu le résultat de SmackDown, et Undertaker, et Orlando Jordan, et Nitro qui ont défait Kurt Angle, chez The Benjamin et Rey Mysterio. 80 de rating. Très bien, magnifique. Claudio Castagnoli qui s'en va de l'AROH, c'est normal, parce qu'on l'a signé, et 0.28 pour Rampage, et ça je pense que c'est très très bon, parce que je crois qu'on avait fait 0.25 lors des derniers shows. Non, c'est pas ça, 0.26, on fait 0.28, 211 000 viewers. Ah bah là on a gagné du viewer. Hein. En même temps, les shows à Rampage là, 58, 62, 66. Monte crescendo. Hein. On va atteindre les 70 avant la fin de cet épisode, tu vas rien comprendre. Allez, c'est parti, direction Dynamite. Désormais, les petits potes, on va booker notre show, hein, histoire quand même que ça aille un peu de la gueule. Pas d'incident, hein, backstage, a priori, Brian Danielson qui est toujours pas disponible. Pas grave, de toute façon, j'aurai pas besoin de lui avant le mois prochain. Lisa Marie Varon, son contrat n'a toujours pas terminé. 100% de backstage rating. Écoutez, on va aller tranquillement dans le Midwest. Voilà, tranquille, voilà, OND Jameston Civic Center, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. 6500 pèlerins OND Jameston Civic Center, nous sommes bien sûr c'est la dans cette arena du Midwest région, on est le plus populaire, on démarre avec un 76 de rating très qualitatif qui va permettre à cette storyline TNT Worldwide de prospérer, on a quand même réussi à faire gagner en 8 en importance ce championnat de la TNT et toutes ces histoires qui tournent autour de ce titre secondaire, on démarre avec Don Callis qui arrive avec Naruki Doi et Cody Rhodes. Don Callis qui met over Naruki Doi par rapport à sa victoire sur Travis Hummel la semaine dernière, ancien champion TNT. Travis Hummel, on le rappelle, c'était en 2008, l'an dernier, dans notre partie. Naruki Doi qui a remporté cette victoire complètement clean avec beaucoup d'impact dans l'idée, c'est vraiment une victoire très impactante, très marquante parce que le match n'a pas duré très très longtemps et forcément Don Callis nous explique que Naruki Doi mérite une opportunité dans la mesure où ce dernier ne peut pas attendre, et bien il la veut la semaine prochaine pour le dernier Dynamite du mois de mai. Pourquoi pas le pay-per-view? Et bien parce que Katsushika Okada n'est pas disponible, il y a des obligations il me semble avec la Noah si je ne dis pas de bêtises. Paul Heyman et le champion TNT qui arrivent ensemble, Paul Heyman qui est forcé d'admettre que Naruki Doi, après sa victoire sur Travis Hummel dans le main event complètement clean, mérite une opportunité. Et Katsushika Okada, qui apparemment a compris que Naruki Doi n'était pas vraiment dans l'optique d'attendre plus que ça un affrontement, lui propose bien une prémisse ce soir, puisqu'apparemment ils sont en tenue de ring, Naruki Doi et Cody Rhodes lui proposent une prémisse ce soir avec un match par équipe qui suit juste ce segment. Katsushika Okada qui va faire équipe avec Travis Fimmel qui a envie de prendre sa revanche sur un Naruki Doi qui la semaine dernière l'a battu sans coup fait rire. 76 de rating, bon petit segment pour ouvrir le show. Katsushika Okada par contre qui a paru un petit peu perdu durant le segment. Travis Hummel qui a fait du bon boulot, tout comme Don Callis. Le match suit, ça nous fait un 79 de rating de très bonne qualité. Katsushika Okada, Travis Hummel face à Naruki Doi et Cody Rhodes, des performances plutôt intéressantes. Naruki Doi est à 84, Cody Rhodes est à 48, 57 pour Katsushika Okada, 68 pour Travis Hummel. Maris qui fait du bon boulot ringside. Match avec une bonne hit, du descent catch. Naruki Doi et Cody Rhodes vont défaire Katsushika Okada et Travis Hummel en 12 minutes 51 quand Naruki Doi va défaire Travis Hummel via pinfall avec le Bakatare sliding kick. Il bat Travis Hummel cette fois-ci par tomber au centre du ring. Victoire sans coup fait rire avec beaucoup d'impact, sans contestation aucune. Voilà, ce qui permet à Naruki Doi d'être forcément beaucoup en confiance par rapport à la semaine prochaine. Voilà.
Nighty Neidhart face à Amazing Kong, 71 de rating. Regardez-moi cette note, elle est très très belle. Pourtant, c'est un match qui a été court, 6 minutes 36. Performance in ring de 65 pour Amazing Kong, 57 pour Nighty Neidhart. Match décent sur le papier. Victoire d'Amazing Kong via stoppage quand Nighty Neidhart a été, selon l'arbitre, incapable de continuer la rencontre. À l'issue de ce match, Rebecca Knox va tout simplement confronter Don Callis et Amazing Kong, que Don Callis était en train de mettre over, parce que oui, Amazing Kong, la force la plus dominante, regardez ce qu'elle a fait, elle gagne via stoppage, ah là là, c'est fabuleux, elle bagaille Kim comme ça, elle bat Nighty Neidhart, hein, voilà, et elle revient pour le titre, elle a envie d'aller remettre de l'or autour de ses hanches. Force extrêmement dominante, et Rebecca Knox qui ne recule devant aucun challenge et qui surtout, on le rappelle, est quand même la championne la plus badass de l'histoire de notre fédération, quoique Jetta, ça se vaut quand même un petit peu, accepte de donner une opportunité à Amazing Kong au prochain pay-per-view et surtout va offrir une opportunité à Amazing Kong de l'affronter dans un Iron Main match parce qu'elle considère que c'est un match qui peut justement encore donner un peu plus de crédibilité à la division féminine. Amazing Kong, ils sont très amusés de la proposition de Rebecca Knox, mais ça semble quand même plutôt plaire au public, même si Rebecca Knox n'a pas été terrible pour improviser le dialogue. Et enfin, le main event, Samoa Joe a trouvé des partenaires. Bah oui, vous le saviez, la semaine dernière, Samoa Joe il a dit, hein, vous avez une force numérique importante, c'est vrai, mais la semaine prochaine, dans un 3 contre 3, je vais trouver des partenaires, je vais vous affronter. Et il trouve ni plus ni moins que les New Age Outlands qui ont quand même un petit peu des comptes à régler. Hein, on s'en souvient avec les Gentlemen, on sait que les Gentlemen se sont montrés très désobligeants, très peu respectueux pour une équipe qui a été 2 fois championne par équipe. Hein. Bien sûr, à la All Elite Wrestling et plusieurs fois championne du monde dans d'autres fédérations. Et Samoa Joe fait donc équipe avec les New Age Outlands quand Kevin Nash fait équipe avec les Gentlemen. Match avec une grande 8 et du bon catch, 16 minutes 24 de combat. Victoire de Samoa Joe et des New Age Outlands face à Kevin Nash et aux Gentlemen quand Kip James va défaire Bobby Roode via pinfall avec le Fameasser. Et oui, attends, attention quand même, à un moment donné. Alors que Kip James a démarré une nouvelle gimmick, pas forcément demander plus que ça, ici au full. Ok. Vegeta à 75, 61 pour Kip James, Samoa Joe à 87, 69 pour Bobby Roode, 68 pour Claudio Castagnoli, un petit peu déçu, et 60 pour Kevin Nash qui est toujours à la traîne, la storyline. Samoa Joe Redemption avance grâce à ce segment. Ah oui, 80 de rating, on est en train de... Attention. Ah ouais, là ça déconne zéro. Alors qu'on a le beau profil de Kimo, voilà, qui est un membre de la Samoan Wrestling Family, qui a démarré sa carrière en tant que Mac Daddy Kane. Voilà, que je ne connais pas. Peut-être était-il intéressant d'ailleurs ce monsieur. Allez, des TV ratings de 2.30. Ah oui, forcément qu'on les prend ces TV ratings de 2.30. On avait fait 2.25 et là regardez-moi ça, on fait 2.30. Là clairement on a gagné du viewer. C'est une très bonne chose. En même temps, regardez-moi le show 80. Allez là, 81, 80. Hein, pas mal. En vue de notre pay-per-view de Double or Nothing et avant notre Go Home Show, on est en train de se mettre plutôt à l'aise. Nous sommes au Yaplemount Kuntifer, 1206 pèlerins présents dans les gradins pour suivre en direct live le dernier Rampage du mois de mai 2009. Et oui, ça y est, on se rapproche de la fin de cette vidéo, mais avant ça, on va tranquillement terminer les choses correctement, même de belle manière, avec un 70 pour débuter les hostilités de ce Go Home Show, entre guillemets, avant bien évidemment le pay-per-view de ce week-end, même s'il y aura Dynamite demain dans le jeu. Ted DiBiase Senior et son fils, le champion intercontinental, sont les premiers arrivés dans le ring. Ted DiBiase Senior qui vante finalement les mérites de son fils d'avoir battu dans un match en cage la semaine dernière Nick Nemeth pour le championnat intercontinental. On le rappelle, c'est un ancien champion, Nick Nemeth. Ah là là, quelle victoire de Ted DiBiase Jr. On fait absolument pas mention de Greg Williams qui est intervenu pour régler des comptes avec Nick Nemeth qui avait mis son nez dans ses affaires, notamment par rapport à Chris Benoit. Bref, Ted DiBiase Jr. qui renchaîne en disant que c'est le plus grand champion intercontinental de tous les temps, que c'est le champion le plus dominant de l'histoire de Rampage et que grâce à lui, Rampage va passer un cap. Et oui, parce que Ted DiBiase Senior nous annonce qu'il a signé un gros contrat avec un gros partenaire qui va permettre à Rampage quelque part d'être légal de Dynamite. Bah oui, autant de personnes dans les gradins, diffusé avec autant d'importance à travers le monde et les États-Unis bien sûr. Ted DiBiase Senior, il peut pas plus en dire, mais la semaine prochaine, il y a des choses qui vont changer. Ted DiBiase Junior et Ted DiBiase Senior vont se faire interrompre au bout d'un certain moment par Colt Cabana qui vient sous la protection de Paul Heyman. C'est ce qu'il annonce, ancien champion de la Ring of Honor, Colt Cabana qu'on n'avait pas vu depuis le mois de décembre. Et Colt Cabana nous explique que le match de championnat intercontinental opposera du côté de Double or Nothing Ted DiBiase Jr. et Colt Cabana. Paul Heyman qui a été plus que agacé de voir que Doug Williams
avait intervenu du côté donc du main event de la semaine dernière, coûtant la victoire à Nick Nemeth. Oui, rien à faire du côté de Rampage, donc il réglera ça du côté de Dynamite, Paul Heyman. Mais voilà, Colt Cabana est là pour annoncer à Ted DiBiase Jr. que c'est lui son prochain opposant. Et Ted DiBiase Senior, qui est moyennement content de la venue de Colt Cabana, Ted DiBiase Jr. pareil, annonce que match de championnat, oui, mais ce soir, il va devoir faire ses preuves dans le ring, dans un match 2 contre 2, où bien évidemment, il va devoir se trouver un partenaire. Terry Funk qui était venu aussi aux côtés de Colt Cabana, parce qu'il faut savoir que Terry Funk accompagne Colt Cabana, oui, toujours, voilà, c'est important, un mentor aussi, Ted DiBiase Senior qui a bien improvisé, Ted DiBiase Junior qui n'a pas été très bon pour aller en dehors du script, mais c'est pas grave, la storyline avance et gagne de la hit. Amy Weber qui est présente dans le ring, et Lacey qui est également présente à son micro, Lacey qui a priori, n'a toujours pas eu de nouvelles de Ted DiBiase Senior et de sa décision pour le match de championnat TBS du côté de Double or Nothing. Lacey qui, on rappelle, demande un match de championnat, qui, on rappelle, aurait aimé que Michelle McCool ne soit pas présent dans le match parce qu'elle ne représente pas Rampage, ce n'est pas une originale, elle a un peu volé la spotlight. Et Michelle McCool va finir par intervenir en annonçant à Lacey que Ted DiBiase Senior a pris sa décision un peu plus tôt dans la soirée. Elle a parlé avec lui et assez énervé au sujet de Lacey. Parce qu'il n'a pas du tout apprécié les mots de l'ancienne championne TBS la semaine dernière le concernant. Et Michelle McCool annonce que Lacey, si elle veut un match de championnat, il va falloir qu'elle batte l'adversaire du soir. Voilà. Et on fait référence à Edgy. La performance de Lacey a été fantastique. Ah bon. Apparemment, elle a très bien improvisé, tout au contraire de Michelle McCool. Lacey face à HGD. Et bah écoute, ça fait 43 de rating, c'est pas super beau, mais ça reste un match décent sur le papier. Non, c'est pauvre. Oh, à foi. Performance de 37 pour HGD qui continue à s'améliorer, 45 pour Lacey, match pauvre dans l'idée, qui va se terminer en 6 minutes 48 via un fast roll-up et HGD qui va défaire Lacey et prendre la spotline de Lacey pour Double or Nothing, puisque oui, avec cette victoire, HGD va affronter Michelle McCool. Voilà, et Lacey qui s'est fait surprendre n'aura rien du côté de Double or Nothing. Voilà, double peine pour Lacey qui voit Michelle McCool conserver la ceinture, aller au pay-per-view et en plus elle va voir HGD prendre sa spotline du côté du deuxième pay-per-view de l'année. Elle est folle Lacey, très folle. Bon, on a dû la protéger aussi dans la défaite parce qu'elle n'était pas très contente de perdre contre HGD. Mais bon, HGD face à Michelle McCool du côté de Double or Nothing, c'est acté. On va frustrer Lacey, bien sûr. Et enfin, dans le main event, Austin Harris est le partenaire de Colt Cabana et James Keenan fait équipe avec Jimmy Jacobs que j'ai recruté. Voilà, c'était sympa aussi. James Keenan, Jimmy Jacobs. Écoutez, ça va plutôt pas mal parce que le garçon débute sa gimmick de No Gimme Dead et c'est Legendary. Voilà, magnifique, superbe. Austin Harris et Colt Cabana qui vont défaire bien sûr James Keenan et Jimmy Jacobs en 13 minutes 08 quand Colt Cabana va défaire Jimmy Jacobs via pinfall avec le Colt 45. Voilà, Colt Cabana qui prend du momentum avant d'aller affronter, vous l'imaginez, l'ami Ted DiBiase Jr. qui était moyennement content de voir la prestation de Colt Cabana qui était assez impressionnant durant ce match. Voilà, alors que la prestation de Jimmy Jacobs a sauté aux yeux. 78, Colt Cabana est à 69, 62 pour Austin Harris, 35 pour James Keenan. Voilà, magnifique. Et on fait un 64 de rating plutôt intéressant, alors qu'on a le beau profil de Tammy Stitch, voilà, qu'on avait à un certain moment dans la fédération, mais qui nous a pas mal posé problème, notamment avec son addiction à la drogue et à la boisson, voilà, souvent absente, malheureusement. Alors que le jeu a bugué. Le jeu bug. Pourquoi il bug le jeu? Je réponds plus. Qu'allons-nous faire? Enfin, en tout cas, la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que ma caméra n'a pas bugué aujourd'hui, voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors que Chuck Palombo voit son contrat se terminer, on va peut-être lui proposer quelque chose. Colt Cabana qui sent les effets de la fatigue. Ah bon, Colt Cabana, il sent les effets de la fatigue. Ah bon. Oui, mais bon, du côté du pay-per-view, il va falloir que tu catches, mon petit. Alors que Katsushika Okada, effectivement, est prévu à la noix. Oui, au niveau du medical, combien? Ah, il dit qu'il est fatigué, mais il n'y a rien de noté. Bon, écoute, pourquoi pas. Ce n'est pas grave. Au niveau donc du show history, on a fait 0.29, donc 219 000 viewers. Voilà, on gagne 8 000 viewers, c'est très bien. Voilà, oh, le nombre de morales issues. Ah, c'est pas facile, hein.
C'est vraiment pas facile. Hein. Bon, on va essayer de traiter un peu ces incidents aussi, mais bon, c'est vrai qu'on fait pas de positif non plus, donc c'est assez compliqué de filer du pognon. Allez, des incidents à traiter. Incident impliquant Chris Canyon. Chris Canyon, apparemment, il a pris beaucoup de hits parce que il a une attitude un peu personnelle, voilà, dans les backstage. Slap of a race, voilà, petit tape sur la main, rien résulte de ça. Kevin Steen. Kevin Steen qui apparemment a mis une atmosphère plutôt relaxante. Il a créé cette atmosphère relaxante en faisant un barbecue. Voilà. Et la cuisinier, il a fait griller les chipots et les merguez ainsi que le lard pour tout le monde. Voilà. Ah, les gars, on est en 2009. Hein. Voilà, et les gars sont pas encore sur leur téléphone, ils font des barbecues dehors, magnifique. Ah, t'imagines un peu le topo. Bon bah écoutez, c'est bien, hein, voilà, tranquillement, on va pouvoir se lancer, aller à Tri-State sur ce show. Non, tu sais quoi, même on va aller dans le Mitsouf. Voilà. Et puis de toute façon, on fera nos pay-per-view dans le Midwest. Allez, c'est parti, on sera au CO Magness Arena et je boucle le show de mon côté, on en parle bien sûr juste après. Ils sont 5798 personnes présentes au CO The Magness Arena dans le Mitsouf pour suivre en direct live le Go Home Show de Double or Nothing et bien sûr plus d'1 500 000 on l'espère à travers le monde devant leur écran de télévision et on commence en mettant les petits plats dans les grands dans un angle backstage avec Paul Heyman qui va choper Chris Benoit et Doug Williams qui avait envie de se foutre sur la gueule. Il va prévenir et surtout avertir Doug Williams que ces agissements du côté de Rampage, il y a plus de 10 jours de cela, ne sont pas tombés dans les yeux d'un aveugle. Oui, je viens de l'inventer cette expression, et que Paul Heyman va veiller au grain qu'il n'y ait plus de dérapage de la part de Doug Williams, puisque Paul Heyman a vraiment pas apprécié son intervention lors du match de championnat intercontinental. Et d'ailleurs, ils vont régler un peu de leur compte, Doug Williams et Nick Nemeth, puisque ce soir, Chris Benoit, un peu plus tard dans le show, va faire équipe avec Nick Nemeth et James Storm, et Doug Williams, bien sûr, avec ses membres de la UK Alliance, Sheamus et Drew Galloway. 75 de rating, plutôt solide pour démarrer donc ce Go Home Show. La storyline avance tranquillement, on espère qu'elle gagnera de la hit un petit peu plus tard dans le show. Ouh là 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 là, retour de coupure publicitaire avec déjà et Kevin Nash et Samoa Joe qui sont installés pour un Have a Seat avec Paul Heyman. Samoa Joe qui nous explique que ça fait des années qu'il était en train de courir après ce titre de champion du monde de la All Elite Wrestling. En 2005 déjà il était là pour devenir le vrai champion de la fédération. Il était en rivalité avec Dustin Rhodes, avec AJ Styles. Il s'est un peu fait screwed, le garçon. Des matchs qui n'ont pas été forcément gagnés de la meilleure des manières, notamment par AJ Styles, qui ont coûté son opportunité et quelque part l'or autour de ses hanches. Samoa Joe, il a rongé son frein, il n'a pas toujours été bien utilisé, pas toujours mis en valeur et fortuné dans le booking, mais là il a vu qu'il y avait de l'espace, il a commencé sa route donc de rédemption pour aller chercher le titre mondial et rien ne l'arrêtera. Et Kevin Nash va le couper, transition toute gardée, s'il y a un homme qui va l'arrêter, le champion lui-même. Kevin Nash qui rappelle à Samoa Joe, malgré son histoire qui est très touchante, malgré quelque part sa résilience, sa combativité, que il n'a jamais réussi à battre Kevin Nash, à l'épingler. Kevin Nash, il a eu 3 matchs face à Samoa Joe en singles competition, notamment pour les titres, il n'a jamais perdu de rencontre. Samoa Joe n'a jamais été à la hauteur de Kevin Nash, et Kevin Nash lui dit, ça ne sera pas autrement du côté donc de Double or Nothing. Voilà, c'est bien, les gens sont contents de te voir revenir, c'est bien, les gens sont contents de te voir gagner des matchs, de faire ta rédemption, mais au fond d'eux et au fond de toi, tu le sais, tu ne peux pas gagner. Voilà, Kevin Nash, il fait encore référence à tout ce qu'il a accompli, à la personne qu'il est devenu, à l'homme ultra dominant, au catcheur ultra dominant qu'il a pu devenir, et puis surtout aussi à cette supériorité numérique à qui l'accompagne avec les Gentlemen, et bien sûr Tyler Black qui a rejoint petit à petit son clan. Voilà, Kevin Nash, Samoa Joe, 89 de rating, ça fait le taf avant leur affrontement du côté de Double or Nothing. Samoa Joe, Redemption, la storyline avance, gagne de la hit, Paul Heyman, incroyable, super pour aller en dehors du script. Hein, il y a eu tout le monde dans la paume de sa main du début à la fin. Samoa Joe, ça a été très bien. Ah non, ça n'a pas été très bien, en moyen. En revanche, Kevin Nash a été plutôt performant. Doug Williams qui fait donc équipe avec son UK Alliance. Et oui, Sheamus et Drew Galloway face à Nick Nemeth, Jensor, mais Chris Benoit. Beaucoup de tension entre Doug Williams et Nick Nemeth. Tu m'étonnes. Chris Benoit aussi, hein, il y en a, mais voilà, hein, c'est quand même tendu, très tendu. Ça fait 71 de rating. Je suis assez content de la note parce que mine de rien, mine de crayon, on a quand même Drew Galloway qui fait 22 et Sheamus 17.
Voilà, c'est te dire à quel point on part loin. Les autres performances sont plutôt pas mal, hein. 68 pour Doug Williams qui se rapproche des 70, 84 pour Chris Benoit, 64 pour James Storm, 59 pour Nick Nemeth. Je m'attendais à mieux, mais sur le papier, match décent. 12 minutes 22 de combat que j'ai mis en qualité de storytelling. Nick Nemeth, James Storm et Chris Benoit défont Doug Williams et la UK Alliance en 12 minutes 22 quand Nick Nemeth va défaire Drew Galloway via pinfall avec le leaping reverse STO. Voilà, histoire de reprendre du momentum pour Nick Nemeth. Bah oui, important. Ah, attention, quand même, pas déconner. Chris Benoit, qui à l'issue de ce match va prendre le micro et va interpeller Doug Williams en disant que la petit jeu avait assez duré, que l'histoire entre les deux devait se terminer parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui était impliqué. À la base, c'était juste un match, parmi tant d'autres. Doug Williams en a fait une affaire personnelle. Il a ramené Sheamus, Drew Galloway, des gamins qui savent pas trop pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ça surtout. Et Chris Benoit veut donc affronter dans un dernier chapitre Doug Williams du côté de Double or Nothing dans un match sans disqualification aucune. Voilà, et c'est même validé par Paul Heyman. On voit le truc dans le titre en tronc qui apparaît. Ah là là, 72 de rating, la storyline avance. Et on essaiera de finir sur une bonne note du côté du PPV, bien sûr. Amazing Kong qui fait face à Talia Madison et Bobby Billard, histoire de reprendre un peu de momentum, match terrible sur le papier, on s'en fout, ça met en valeur Amazing Kong qui fait un 62. Les autres notes, hein, j'ai même pas envie de les citer. 62 donc de performance ring pour Amazing Kong qui va remporter le match en 5 minutes 20 après avoir défait Talia Madison via pinfall avec l'Amazing Press. 44, on s'en fout, ça vaut ce que ça vaut. Mais derrière, ce qui est très intéressant, c'est que Don Callis va mettre over à nouveau Amazing Kong et surtout va se moquer du choix de Rebecca Knox d'avoir décidé de faire un Ironman match, un Ironman Women match du côté de Double or Nothing. C'est mal connaître et surtout sous-estimer la force d'Amazing Kong, cette force de frappe, cette domination sans nom. C'est la fille la plus dominante de l'histoire de la fédération et Rebecca Knox va faire une erreur, elle va quelque part s'en rendre compte un peu trop tard lors du pay-per-view de ce week-end et Amazing Kong va devenir la nouvelle championne féminine pour une troisième fois parce qu'Amazing Kong c'est la force la plus dominante qui soit, voilà, et c'est pas parce que Rebecca Knox est surnommée l'Iron Punch qu'elle ne peut pas être brisée. Voilà, ce sont les mots de Don Callis. Voilà, Amazing Kong qui a paru bien, Don Callis a magnifique aussi. Voilà, et on aura le match bien évidemment du côté de Double or Nothing. Les Briscoes qui affrontent les Gentlemen, et bah tiens, ça fait un bon petit match avec des performances intéressantes de Bobby Roode, notamment 71, Claudio Castagnoli. Je m'attends à ce qu'il passe maintenant les 80 ou pas loin, hein, 72, Claudio Castagnoli, un petit peu décevant. Bon, 36-34 pour les frères Briscoe, on sait que voilà, ça vaut ce que ça vaut. Claudio Castagnoli, pas dans un bon jour. Ah, je viens quand même te signer un contrat de 4 ans en te payant 27 000 $ par mois. Va peut-être falloir que tu sois un peu moins office game que ça. Match décent, quand même, malgré tout, les Gentlemen qui vont bien sûr gagner face aux Briscoe 6 minutes 42. Victoire de Bobby Roode sur Jay Briscoe parce que bon, le garçon, quand même, il prend des tombées depuis quelques semaines. C'est important de lui faire regagner du momentum. À l'issue de ce match, que le Castelli et Bobby Roode vont se mettre over en disant que malgré leur défaite récentes, hein, que ce soit en singles competition ou en match trio, ils restent les champions par équipe. En 2 contre 2, ils sont intestables, c'est la meilleure équipe du monde. Et Paul Heyman, justement, va les prendre au mot. Hein, vous êtes la meilleure équipe du monde, bah, ça tombe bien. Hein, vous allez le prouver, non pas face à une, mais face à deux équipes. Kip et Becky James, bien sûr, les New Age Outlands, avec qui il y a encore des choses à régler parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'irrespect et surtout beaucoup de coups de Trafalgar de la part des Gentlemen envers finalement les New Age Outlands et puis il va rajouter aussi Nick Nemeth et James Storm à l'équation parce que Nick Nemeth et James Storm ils sont très forts en équipe, hein, ils ont une grosse chemistry, ils ont un bon record et puis surtout Nick Nemeth il a été un peu screwed de son opportunité pour le titre intercontinental, c'est ce que nous dit Paul Heyman et donc par conséquent il veut lui donner une opportunité pour les titres par équipe. Voilà, 79 de rating, tout le monde est très bon, hein, en tout cas je trouve que le Castelli a parfaitement improvisé, tout comme Bobby Roode. Kip James, apparemment, ça n'a pas été le cas. Bah si, ça a été le cas, si. Nick Nemeth, pas bon, mais ça on le savait. James Storm, pas bon non plus. Bobby Roode, une réelle star durant ce segment. Bobby Roode, hein, voilà. Et la storyline Samoa Joe Redemption avance. Ah bon, pourtant on n'a pas mentionné Samoa Joe. Écoutez, pourquoi pas. Et enfin, le main event, Naruki Doi face à Katsushika Okada pour le titre TNT. Et ben écoute, 80 de rating, je suis très content de cette note. Performance de 85 pour Naruki Doi, seulement 59 pour Katsushika Okada. Match avec un grand catch et une bonne hit. Naruki Doi va faire un match nul avec Katsushika Okada après 9 minutes 58 quand l'arbitre va prononcer une double disqualification. Voilà, hein, on va prendre notre temps, tranquillement. Katsushika Okada, il pourra pas défendre son titre du côté de Double or Nothing, mais on le fera sur le Dynamite d'après. En tout cas, Naruki Doi Katsushika Okada, très bon premier acte, 82 rating. Naruki Doi qui a été furieux de ne pas gagner le match parce qu'il a une telle popularité, Naruki Doi, que bah, voilà, ça l'embête de perdre contre Katsushika Okada. Mais
Hein, voilà, prends notre temps, tranquillement. Et 80 de rating où on améliore notre popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Voilà. Alors qu'on a beau profil de Kenta Kobashi, qui avait été d'ailleurs dans la carrière de Sturi avec la ECW en 95. J'imagine, série que vous consommez aussi. Bah, bien sûr. Qui n'aime pas la carrière de Sturi avec cette belle fédération. FX, Deal Experience, oui, dans 2 semaines. Naruki Doi qui, voilà, hein, les effets de la fatigue. TV rating de 2.40. Jebrisco qui connecte pas selon Beji. Jebrisco qui connecte pas selon Kevin Nash. Peut-être un peu raison quand même les garçons. Sinon Naruki Doi, est-ce que il a des moral issues Naruki Doi? Naruki Doi, il est Anoyed. Bon, ah, ça va, Anoyed, furieux du booking. Ah, furieux. Ça y est, on y est, Double or Nothing 2009, 11 640 pèlerins au ND Ralph Engelstad Arena. Nous sommes bien sûr dans le Midwest. Peut-être d'ailleurs c'est là où on ira vérifier à l'issue de ce show. Et on démarre très fort en mettant les petits plats dans les grands. Doug Williams face à Chris Benoit. La première rivalité, la première storyline de Chris Benoit à la All Elite Wrestling face à l'anglois Doug Williams, le garçon qui pète des bouches dans les pubs, les mentons fragiles, il aime pas ça, et Doug Williams, il va trouver à qui répondre face à Chris Benoit, parce que Chris Benoit, on le sait, c'est un vieux de la vieille, plusieurs fois champion du monde à la WWE dans notre réalité virtuelle, et ça fait un 82 de rating, ce dernier match entre l'anglois et Chris Benoit, le canadien, match avec une fantastique hit, du grand catch, Chris Benoit défait Doug Williams dans un no DQ match en 11 minutes 36 via pinfall avec le diving headbutt. Voilà, pouf, un énorme coup de boule. Allez, 82 de rating, performance de 71 de Doug Williams, 80 de Chris Benoit qui remporte donc ce match. Il a mis KO Doug Williams, tombé 1-2-3 au centre du ring. Et la storyline, Benoit have an international problem, ça gagne de la hit, mais ça se termine bien sûr avec ce segment. Voilà, magnifique, Chris Benoit, superbe. Première rivalité remportée. AJ Lee face à Michel McCool, on calme un peu la foule. Bah oui, Jelly Michel McCool pour le match de championnat TBS, bien évidemment. Michel McCool qui, sans surprise, dans un match pauvre, va défaire Edgely et faire donc sa première défense de titre. 8 minutes 15 quand même de combat, final exam, et donc le tombé 1-2-3. Michel McCool qui conserve sa ceinture, performance de 47 pour la championne, performance de 38 pour Edgely, on le rappelle, qui avait déjà détenu cette ceinture TBS. 82 de rating pour ce triple threat par équipe. J'ai mis ce match en style The Show et je suis pas déçu de la note, même si on aurait peut-être pu aller taper 88, peut-être même se rapprocher des 90. Hein, mais bon, 82 ça reste quand même pas mal. Match avec une grande hit, du grand catch, 17 minutes 54 de combat pour être exact. Et oui, on a laissé du temps, beaucoup de temps, des performances in ring qui étaient quand même plutôt là, hein, 70 de Bobby Roode, 75 de Claudio Castagnoli, 86 de BG James, 64 de Kip, 82 de James Storm, 77 de Nick Nemeth, ah là là, fabuleux, hein, incroyable. Victoire des Gentlemen. Ah oui, pas de surprise. Les Gentlemen qui remportent la victoire, qui conservent leur titre, qui font leur 4ème défense du titre mondial par équipe quand Claudio Castagnoli va défaire James Storm via Pitfall avec le Swiss Diff. Victoire complètement clean. Voilà. Gentlemen, meilleure équipe par équipe actuellement au sein de la All Elite Wrestling. Le tombé a été fait sur le Cowboy James Storm. Voilà. 82. Tyler Black. Promo backstage. Tyler Black qu'on n'a pas beaucoup entendu, qu'on a vu quelques fois, mais Tyler Black qui s'est pas beaucoup exprimé. Tyler Black nous explique pourquoi il est reparti du côté obscur de la force. Tyler Black il nous explique que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, après avoir quitté l'ami Kevin Nash, il a vivoté, il a eu des opportunités, mais il a jamais réussi à mettre la balle au fond, il a jamais réussi à prendre les titres, il a jamais réussi à s'élever. Il est devenu quelque part un intermittent, pas quelqu'un d'important. Et aujourd'hui, il a envie de retrouver la place qu'est la sienne. Et la fin justifie les moyens. L'envie de gagner doit justifier parfois des choix, même obscurs. Et Tyler Black, aujourd'hui, ce retour avec Kevin Nash, doit lui apporter cette reconnaissance, cette importance, et surtout un statut de champion qui n'est plus depuis un petit moment. On fait référence aussi à John Moxley, bien sûr, dans cette promo, vous l'imaginez. Rebecca Knox face à Amazing Kong. Iron Women Match. 30 minutes de combat. Hein, truc de fou. 30 minutes de combat entre Rebecca Knox et Amazing Kong. C'est la première fois qu'on fait ça pour un match de championnat féminin. 66 de rating, des performances de 62 d'Amazing Kong, 51 de Rebecca Knox. Match décent sur le papier. 30 minutes de combat et 2 tombés à 1 en faveur de Rebecca Knox. Oui, qui va conserver sa ceinture face à Amazing Kong.
4ème défense du titre féminin World, donc de la fédération Rebecca Knox qui bat clean Amazing Kong et qui donc remporte sa guerre face au monstre qui semblait pourtant imprenable dans ce genre de conditions. Et bien si Rebecca Knox l'a fait. Voilà, Iron Punch, Rebecca Knox est toujours championne. Voilà. Petit bikini contest, histoire de calmer l'atmosphère, se faire souffler des gens. Rena Mero, George Frankenstein, Barbara Keenan, 68 de rating. Victoire de Barbara Keenan. Voilà. Hein, histoire de, à un moment donné. Ted DiBiase Junior et Ted DiBiase Senior, qui après la coupure pub, se retrouvent au centre du ring et ils ont appris que Colt Cabana avait raté l'avion. Il n'est pas présent, Colt Cabana. Alors bien sûr, il a raté l'avion en Cape Fame. Hein. Il était présent, il était là, mais on va réserver ce match-là pour un peu plus tard. Ted DiBiase Junior, il se moque forcément de Colt Cabana parce que pour lui, s'il a raté cet avion, c'est une excuse. Hein. Il n'avait pas envie d'affronter Ted DiBiase Junior et d'être ridiculisé dans un pay-per-view face au plus grand champion intercontinental de tous les temps. Enfin, tu vois, il prend quand même il prend son pied quand même, Ted DiBiase Junior. Il se met en valeur. Il a pas peur de Colt Cabana, mais là, il peut fanfaronner. Sauf que Paul Heyman, malgré l'absence de l'ami Colt Cabana, ses plans changent pas. Quoi. Le champion intercontinental doit, quelque part, catcher. Alors, il s'arrange, Ted DiBiase Junior, pour pas avoir sa ceinture en jeu, mais Paul Heyman, il sous-entend que Ted DiBiase Junior va avoir un opposant. Ted DiBiase Junior, il est pas du tout en tenue, quoi. Il est en tenue de costard cravate, pas du tout en tenue. Mais Paul Heyman annonce à Ted DiBiase Junior qu'il aura un match là tout de suite maintenant, même si le titre n'est pas en jeu. Performance de Paul Heyman, fantastique. Et arrive Monsieur Kota Ibushi. Kota Ibushi, voilà. Ramené par Paul Heyman. Et il lui donne une opportunité, comme ça, petit coucou de Kota Ibushi, qui dans un match décent va battre Ted DiBiase Junior via pinfall en 9 minutes 50. Voilà. Performance de 46 de Kota Ibushi. 62 de Ted DiBiase Junior qui a fait la gueule, hein. Furieux, pas content, très déçu d'avoir perdu contre Kota Ibushi. 61 de rating, victoire de Ted DiBiase Junior. De Kota Ibushi, pardon. Voilà, qui bat le champion. Mais la ceinture n'était pas en jeu. Ted DiBiase Junior, pour le champion le plus dominant de tous les temps, moyen. Ouais, circonstances atteignantes, il était en costume, il devait se préparer pour Colt Cabana, il y avait Kota Ibushi. Bon, voilà. Mais victoire quand même du japonais. Hein, à un moment donné. Comment ça? Ah oui, il fallait qu'on change la gimmick. Bah c'est au full. Voilà, c'est au full. C'est bien. C'est magnifique. John Moxley, un peu dans la même veine que Tyler Black, va lui aussi faire une promo. Et John Moxley va revenir sur les agissements de Tyler Black. Tyler Black qui a mis très longtemps avant de passer du côté obscur de la force, hein, qui a essayé de raisonner John Moxley, on s'en souvient à l'époque, souvenez-vous, quand il avait rejoint Raven. Tyler Black était pas sûr. Hein. Pourtant, John Moxley l'avait amené là. Après, Tyler Black a décidé de se défaire des griffes de l'ami Kevin Nash, qu'il considérait beaucoup moins Craven, hein, pour justement voler de ses propres ailes, prenant des risques, se mettant en danger. Tout ça pour essayer d'être libre, d'avoir sa carrière, son propre chemin. Et là, il repart avec la facilité dans ce côté obscur de la force, simplement parce que il n'a pas réussi à capitaliser, à mettre la balle au fond, pas fait preuve de persévérance. Et John Moxley euh, est très déçu et surtout très surpris du choix de Tyler Black, qu'il ne pensait pas capable de revenir dans le côté obscur de la force, en tout cas pas avec Kevin Nash. Et pourtant, il l'a fait. John Moxley rappelle à Tyler Black que son agissement lui coûtant quelque part la victoire aussi face à Kevin Nash au dernier pay-per-view en l'attaquant aura des conséquences. Voilà. Les deux n'ont pas fini. Et enfin, le main event. Main event, 84 de rating, énorme match pour la fin du show. Kevin Nash face à Samoa Joe, 15 minutes 46 de combat. Hein, voilà, à un moment donné, il faut pas déconner. Hein. Kevin Nash, par contre, pas du tout dans un bon jour. Fatigué à la fin. Blessé, donc il a du mal. 54 performances in ring. 84 pour Samoa Joe qui relève un peu le niveau. Fantastique hit. Bon catch. 15 minutes 46 de combat qui voit la victoire de Kevin Nash sur Samoa Joe via le Jackknife Powerbomb. Kevin Nash fait sa 4ème défense du titre mondial de la All Elite Wrestling, victoire complètement clean du champion du monde. La rédemption de Samoa Joe s'arrête ici. Kevin Nash, toujours champion. Et on fait un 80 de rating. Alors on va féliciter Chris Benoit pour sa belle performance. Voilà, bon exemple. On va féliciter aussi, on va faire un hug à Samoa Joe. Samoa Joe, on va lui faire un hug. Voilà, un hug. Et on va aussi, peut-être du Messi Junior parce qu'il faisait un peu la gueule,
on va donner des encouragements. Voilà. Benoît a paru content. Samoa Joe a paru content. Teddy DiBiase Junior a paru content. Voilà. Oh, magnifique. Sublime. Splendide. Voilà. Ah ouais, hein. Ah bah attends. Quand même pas déconner. Allez, on va se retrouver sur le dimanche. Et puis comme d'habitude, hein, on va faire le bilan de fin de show. Mais avant ça, hein, le TV rating. TV rating. Rampage qui goes air. Ah bon. Alors, Double or Nothing, importance. Qui passe en above averaged désormais. Ah, magnifique, sublime. On est content de voir ça. Hein, alors qu'on va renouveler quand même nos contrats avec les télévisions. Je ferai ça off, bien évidemment. Double or Nothing 2009 qui fait 2 452 000 viewers. Et en plus, c'est out. Hein, voilà. Hein, là t'as tout compris. Au niveau de la size, ça va exploser, bien évidemment. Ah, on aura le temps de s'en rendre compte, bien sûr, au bilan. Bilan de fin d'épisode, bilan mensuel que vous attendez tous et toutes, je le sais. Vous êtes friands de cette petite friandise de fin de vidéo. Nous sommes le 1er juin 2009 et ça y est, c'est le moment tant attendu du bilan de fin de mois qui se fait au début du mois suivant. Vous connaissez un peu les bails, vous le voyez, il y a pas mal donc de mails hein, sur mon dashboard en ce début de mois. On nous dit que Colt Cabana a terminé sa tournée avec la Dragon Gate, tout comme El Generico. Il y a des offres de tournée, hein, bien évidemment, pour Colt Cabana, pour Samoa Joe, pour Doug Williams, pour encore Samoa Joe, Kevin Steen, Doug Williams, Natalia Hart et Amazing Kong. Rassurez-vous, ce sont des offres de tournée. Alors, rien de bien très sérieux. Beaucoup de moral issues. Là, c'est un truc de fou. Hein. Oh là 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 là, va falloir qu'on règle ça à un moment donné. Alors pour l'instant, pas de major, donc ça va, hein, ça reste correct. Mais bon, il va peut-être falloir à un moment donné qu'on essaie de régler un peu ces affaires-là. Au niveau des finances, on a fait 6500$ profit. Allez, on peut applaudir. Je sais que chez vous, vous êtes heureux, vous levez les bras. PPV revenu, bah aucun, hein, du coup. C'est bizarre ça d'ailleurs. Ah bon non, PPV revenu. Ah bah non, parce que c'est des events, c'est considéré comme event et pas pay-per-view, c'est vrai. 639 000, on s'est refait, dollars donc de tickets vendus. C'est 2 fois plus, pratiquement, que le mois dernier. 308 000 en termes de TV revenus, c'est forcément plus important que les mois précédents. 244 000, le sponsor a donné plus. Au niveau de la merchandising, on a quand même passé un petit cap, hein, 7 000 de plus que le mois dernier. Au niveau du coût de worker, forcément là on a explosé, hein, presque plus de 100 000$ de plus. Le coût des shows a augmenté, le coût du marketing s'est stabilisé, au niveau du marchandise, les coûts de fabrication, bah, un petit peu plus parce que forcément on a vendu plus. Au niveau du MISC, on a pris un peu plus cher que le mois dernier, et au niveau des taxes, bah forcément, vu qu'on a fait du profit, et ben on en paie un peu. Au niveau des storylines, je rappelle qu'il en faut 2 à plus de 59 de rating. On a quand même 84% de hits sur Samoa Joe Redemption, qu'on va pouvoir changer de nom, hein, je pense, hein, ça monte sous peu. The Money Man, on est à 71, et TNT Worldwide, on est à 75. On est quand même sur quelque chose de plutôt intéressant. Au niveau donc du prestige des titres, parce que c'est important aussi quand même d'aller voir, on est à 68 pour le titre intercontinental détenu par l'ami Ted DiBiase Junior. Je pense qu'on a passé un step quand même au niveau des prestiges des titres. Au niveau du titre féminin, on est pour l'instant à 60. Voilà. Rebecca Knox qui fait du bon travail, Rebecca Knox. Voilà. Déjà 4ème défense de titre. Le championnat mondial qui est à 85. Voilà. Le championnat tag team qui est à 85 aussi. Ah là là. 42 pour le championnat TBS. Et le titre TNT qui est à 65. On est en train de reprendre un petit peu du momentum. Non, même pas. On était à 65. On a un petit peu augmenté. Voilà. Il va falloir quand même qu'on arrive à faire quelque chose avec ce titre TNT. Lui redonner du prestige. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Voilà. Et au niveau de la size. Regardez, on est pas mal. On a passé 68 dans le Midwest, on est à 61 dans le Mid-South, 60 dans le Northwest, 62 dans le Southeast, 66 dans la Tri-State. Hein, on est en train de monter petit à petit. J'aimerais bien décrocher un deal, parce que là on est aussi en train de monter du côté du Canada. J'aimerais bien décrocher aussi un deal en Europe. Voilà, pour essayer de diffuser nos shows TV en Europe, histoire de gagner un peu de popularité, notamment en France, ou pourquoi pas même du côté de l'Angleterre, hein, pour essayer de faire un show là-bas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, les gens, bah, réalisez votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.